Ça fait à peu près 16 ans que je suis président de la cave. Alors la cave, depuis 2 ans, s'est engagée dans un dispositif environnemental. On a des problèmes climatiques, comme tout le monde le sait, et on essaye de trouver des solutions, essentiellement de retrouver des sols, on va dire, d'antan, et qui puissent nous amener tout ce dont on a besoin pour les raisins et pour la vinification. Pour voir ce qui marchera le mieux, suivant les terroirs, parce que la cave, il faut savoir qu'elle a 3 terroirs différents, les schistes, les argilo-calcaires et les grès. Le fait d'avoir plusieurs terroirs, ça permet donc au sein de la cave justement, comme un artiste, comme un peintre, d'avoir une large palette, et il peut prendre justement des syrahs d'argilo-calcaire, des syrahs de schiste, des syrahs de grès. Avec cette palette-là, le maître de chai va pouvoir justement s'amuser pour faire des vins plus ou moins différents en fonction de ce qu'il veut faire et de ce qu'il amène. J'ai été contacté par le président de la cave de Saint-Chinian dans l'objectif d'amorcer avec eux une transition des pratiques agroécologiques. On a répondu à un appel à projet de la région 16.7. L'idée de cet appel à projet, c'est d'arriver à sortir des pratiques agricoles conventionnelles et d'arriver vers des pratiques agricoles plus soutenables pour l'environnement et pour les générations futures également. Et dans ce cadre-là, on a constitué 2 groupes de viticulteurs durables, un groupe sur les couverts végétaux et un groupe sur le positionnement des produits phytosanitaires, et également une transition des pratiques via la labellisation HVE et initialement bio. Donc le HVE, ouais, on a obtenu le label donc, fin 2023. Donc on est une quinzaine de vignerons à avoir les appellations labellisées HVE. Donc en fait ce label, ça nous permet de valoriser les efforts qui ont été faits au niveau des traçabilités, au niveau des intrants, au niveau du respect, au niveau des normes environnementales. Sur le papier, ça nous permet de valider ça, quoi. Dès mon entrée dans l'entreprise, moi le choix ça a été de suite de me tourner vers l'agriculture biologique, et j'ai franchi le pas en 2021 où j'ai demandé la certification en bio. Donc cette année, en 2024, ça va être ma première récolte certifiée en bio avec les premiers vins du coup bio à la coopérative. L'aspect du bio, c'est pour différentes choses. Déjà, j'ai appris moi à travailler comme ça. Je pense aussi, mon père a toujours été ouvert à ça, mais il avait peut-être la peur de ne pas avoir les connaissances techniques nécessaires, n'ayant pas fait les mêmes études que moi. Moi, avec mes études, je pense que j'avais beaucoup moins d'appréhension. La culture bio en 2024, c'est se passer de pas mal de produits. Après, la difficulté chez nous, ça va être plus sur la gestion de l'herbe, parce qu'on ne peut pas se permettre de garder énormément d'herbe, surtout en été, à cause de la concurrence hydrique. Mais à l'inverse, on peut la garder un peu en hiver, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des couverts végétaux. J'ai mis les couverts végétaux en place pour essayer de limiter d'un côté mon apparition de mauvaises herbes et d'avoir une herbe plus favorable à l'apport de matière organique dans les vignes, mais aussi parce qu'on est sur un changement de pratique. Quand c'était mon grand-père ou mon père, on était sur 100% des parcelles désherbées, on ne voyait pas une seule herbe, et là on est sur une transition où on doit s'adapter à avoir de l'herbe, et tout simplement on s'habitue à l'avoir pendant la période d'hiver avant de mettre les parcelles propres pour la nouvelle saison. Les couverts, ils permettent de récupérer une partie d'humidité le matin, quand il y a la petite arrosée du matin. On dit qu'on est de l'ordre d'1 millimètre par jour, mais on a aussi le développement d'auxiliaires qui se propagent dans ce milieu, qu'on essaie de travailler avec eux, puisqu'on a des ravageurs, mais aussi des auxiliaires qui nous permettent de lutter contre tout ça. Je suis très ouvert aux couverts, et c'est pour ça que notamment en hiver, ça fait très longtemps qu'on ne laboure plus nos sols. En sélectionnant des espèces végétales, on peut aller chercher différentes choses, notamment un apport de matière organique qui est très important pour les sols en bio. Aussi, différents aspects physiques, j'essaye de sélectionner une plante qui va pousser en hiver, sécher en été pour couvrir le sol de façon à ce que ça étouffe en fait les autres plantes. Nous aujourd'hui, voilà, l'enjeu primordial c'est l'environnement, et donc ça peut passer par des nouvelles techniques, c'est des couverts végétaux, ça peut aller voilà, le HVE, le bio, c'est des évolutions. Je trouve que d'apporter du bien-être à la terre, ça nous apporte aussi du bien-être à nous-mêmes. Moi, quand je travaille dans mes vignes et qu'il y a des insectes, que j'entends le bruit des oiseaux, que je vois de l'herbe, que c'est vert, des fleurs, ça m'apporte à moi beaucoup. Et je pense que derrière, du coup, forcément, ça va se ressentir dans les raisins et dans le vin qu'on va faire derrière. Dans ce cadre-là, on s'est rendu compte, notamment l'année dernière, que les couverts végétaux n'engendraient aucun disservice sur la vigne. On avait des restitutions d'unités d'azote qui ont été disponibles pour la vigne. Ça nous a permis derrière de réduire l'utilisation d'intrants et donc de réduire en fait l'achat d'engrais pour les viticulteurs, tout en travaillant sur l'infiltration de l'eau, le stockage de l'eau. Quand on est arrivé avec cette stratégie couverts végétaux au sein de la cave, il y avait beaucoup de craintes, mais en réunissant l'ensemble des coopérateurs, on s'est rendu compte que chacun
avait déjà mis en place en tout cas des stratégies couvertes. Donc on n'est pas parti de zéro sur cette cave. On est toujours en train d'expérimenter suivant les années. C'est jamais pareil, quoi, parce qu'on a des années très sèches ou des années à des moments très pluvieuses. On peut avoir un printemps comme l'année dernière extrêmement sec et par exemple en 2018 c'était un printemps extrêmement pluvieux. Donc on est toujours obligé de s'adapter en fonction du climat et de la météo, quoi. Il n'y a rien qui nous permet de dire que chaque année on va pouvoir reproduire le système qui a été proposé. De toute manière, ça n'existera pas puisque le changement de climat d'une année sur l'autre, les pluies qui vont tomber sur ces parcelles-là vont modifier du coup la gestion qu'on va avoir du couvert végétal. C'est vraiment une adaptation annuelle. On décide de réaliser les analyses de sol en amont du printemps. Suite à ça, on a une première étude qui nous permet d'avoir une idée du comportement des sols. On réunit le collectif et on essaie d'établir des stratégies. On fixe des objectifs et en fonction de ça, on va choisir des couverts végétaux. La dernière étape finalement, c'est la gestion. On a mis en place des sondes tensiométriques qui nous permettent de mesurer la tension qu'exerce la vigne dans le sol pour prendre l'eau. Et en fonction de ça, ça nous permet d'avoir des dates de destruction, donc de gestion des couverts, qu'on va proposer à l'ensemble des viticulteurs. Alors il y a certains viticulteurs qui ont été contactés par des bergers, donc aussi bien moutons que chèvres aussi, et qui ont fait paître les brebis dans leurs vignes, quoi. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a qui le font. C'est très bien parce qu'on enherbe l'hiver. Tout l'hiver, il y a cette herbe qui est là, qui fait vivre le sol, et les brebis routent de cette herbe-là dans les vignes, quoi. Au sein des villages, à l'époque, je sais que mon grand-père me parlait qu'il y avait beaucoup justement de pastoralisme, qu'il y avait beaucoup de troupeaux. L'idée, c'est de faire les couverts végétaux et en même temps de voir si on peut, dans certaines parcelles, détruire ces couverts végétaux à la place de les détruire mécaniquement, de les détruire par le biais du pastoralisme, quoi, des animaux. Là, d'essayer justement sur une même parcelle ou deux parcelles côte à côte, en détruire une mécaniquement et faire passer le troupeau sur l'autre et voir au final ce que ça va apporter, quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend, hein. Pour moi, l'innovation aujourd'hui, c'est regarder autant en arrière qu'en avant. C'est-à-dire que souvent, on va s'apercevoir en fait qu'il y a des pratiques qu'on a un peu délaissées, qui au final étaient assez utiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus se dire on va revenir à faire comme avant. Il faut regarder comment ils faisaient avant pour l'adapter aujourd'hui avec nos nouvelles techniques et essayer de les rendre encore plus efficientes. Les techniques du passé aussi, il faut apprendre peut-être à les moderniser, à les mettre au goût d'aujourd'hui et pas tout oublier, mais il ne faut pas peut-être continuer de la même façon, il faut approfondir et chaque nouvelle génération apporte une nouvelle étape et quelque chose de nouveau, mais tout en conservant quand même des techniques du passé. Je pense que ça existait d'une manière différente à l'époque, hein, puisqu'on était sur un enherbement naturel maîtrisé. Que là, on essaie d'améliorer avec un enherbement choisi et guidé en fonction de notre objectif. L'innovation, au niveau des intrants, de limiter au maximum justement les apports et essayer de passer au plus naturel possible. Demain, comment on l'imagine, de plus en plus vertueux, je pense, au niveau de l'environnement. Essayer de rester un maximum en adéquation avec la nature. Moi, je ne suis pas non plus un adepte de laisser la nature décider seule, quoi. Je veux être acteur avec la nature, pas contre elle, mais avec elle. Garder quand même un certain cap pour avoir une production qui permette quand même de pouvoir vivre de ce métier-là encore un bon moment. C'est difficile de s'imaginer demain, dans quelques années. C'est vrai que même nos parents déjà voient eux leur évolution sur leurs années qu'ils ont travaillé. Ils ont du mal à se projeter et comme moi, mes parents des fois ont du mal à voir moi dans quelques années comment ça pourrait se passer. Mais voilà, il faut s'adapter, trouver de nouvelles techniques et travailler par rapport à toutes ces ressources. L'eau, aujourd'hui, c'est un problème, mais il faut essayer de nouvelles techniques pour se projeter vers l'avenir et se dire que c'est pas impossible, qu'on peut peut-être le faire et que voilà, on est des jeunes motivés et je pense qu'on a l'ambition d'arriver à quelque chose parce que ça nous plaît, qu'on aime bien ce milieu-là et je ne me vois pas travailler ailleurs. Chaque adhérent a son histoire. Cette historique, c'est ce qui fait la valeur de la cave. Chacun amène sa pierre à l'édifice. L'amour du métier, de toute façon, si on n'avait pas d'amour du métier, je pense qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui auraient arrêté depuis longtemps, quoi. Les crises successives, la faiblesse des rendements et surtout les crises climatiques. Donc il faut vraiment avoir l'amour de ce métier et y croire pour vouloir continuer et avancer, quoi. Et sortir toujours les meilleures cuvées possibles.